C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette session d'information. Voici les titres. Le cadre macroéconomique de la RDC demeure stable en dépit du ralentissement de la croissance au niveau mondial. C'est la Banque centrale du Congo qui l'annonce. Et puis, dans la ville de Goma, un climat de psychose a régné ce matin. À la base, les manifestations des mouvements citoyens qui ont bravé l'interdiction des autorités de la ville. Un invité dans ce journal, nous avons M. Albert Kabeya Chikoukou, qui est président du Conseil des sages et fondateur du réseau des acteurs du numérique, à qui nous disons bonjour, bonsoir. Bonsoir. Mais avant tout, l'actualité, mesdames et messieurs, malgré le ralentissement de la croissance mondiale, le cadre macroéconomique de la RDC reste stable. L'annonce faite par la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Malangou Kabedi, au cours selon les prévisions du Conseil des ministres présidé par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. International, la croissance mondiale devrait ralentir passant de 6,1% en 2021 à 3,2% l'année en cours. Cette révision à la baisse reflète la fragilité de la conjoncture économique en Chine et aux États-Unis d'Amérique. Dans les contextes intérieurs, les cadres macroéconomiques de la République démocratique du Congo restent relativement stables, reflétant la poursuite de la coordination des actions au niveau de la politique budgétaire et de la politique monétaire, a déclaré la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Madame Malangou Kabedi, au cours du dernier Conseil des ministres. Dans le secteur réel, sur base des estimations à fin juin, la croissance est projetée à 7,1% pour 2022. Cette évolution est due notamment à la bonne performance des branches extraction et transport et télécommunications. Face aux facteurs de risques externes et internes, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a fait quelques recommandations au gouvernement, notamment le maintien de la coordination des actions au niveau de la politique budgétaire et monétaire, la vigilance accrue et le suivi rapproché par rapport aux facteurs de liquidité bancaire au niveau de la Banque centrale du Congo, l'accélération de la mise en œuvre des mesures visant à renforcer la production locale et la diversification de l'économie et l'exécution continue des réformes structurelles retenues dans le cadre du programme économique du gouvernement appuyé par la facilité élargie de crédit FEC avec le Fonds monétaire international FMI. Toujours dans le cadre de ce Conseil des ministres du gouvernement de la République, le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale a présenté le rapport relatif au programme d'urgence intégré de développement communautaire devant aboutir à la signature de l'accord de partenariat avec Bridgena Edouard Funda. En visioconférence sous la présidence du chef du gouvernement, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, le Conseil dont la charpente de l'ordre du jour était constituée de 4 points, notamment l'examen et adoption des textes, a accueilli ce programme devant aboutir à la signature de l'accord de partenariat avec la Fondation Bredgin. Pour le gouvernement, il est prévu que l'accord avec cette fondation soit signé par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et co-signé par le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. Le compte rendu précise ainsi que l'accord avec la fondation Bridgin constitue donc un investissement direct sur les composantes suivantes du programme. La production, transport, distribution de 900 MW d'électricité dans le cadre d'un contrat de concession déjà validé par la Société nationale d'électricité, l'installation de 1430 unités de transformation des produits agricoles, y compris des unités de production d'emballage normées, l'installation de 125 infrastructures et équipements collectifs productifs des entités territoriales décentralisées et l'installation de 5625 logements. Cet accord ne constitue ni un endettement, encore moins un don pour le gouvernement. Le programme d'urgence intégré de développement communautaire est une initiative du gouvernement de la République à travers la cellule d'appui du programme d'urgence intégré de développement communautaire. Au regard de l'urgence de la mise en œuvre de ces programmes et les retombées attendues de cet accord, le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale a sollicité du gouvernement un cutis pour la signature du dit accord avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Après la présentation du programme, le Conseil a pris acte de cette note de présentation défendue par le ministre Modeste Mutinga.
Le gouvernement de la République se dit déterminé à œuvrer, à accélérer bien évidemment la mise en œuvre de tous les programmes de développement en cours financés par les bailleurs des fonds. C'est dans cette optique que le Premier ministre Sama Lukonde a présidé ce lundi la cérémonie de signature des contrats de performance avec les coordonnateurs des unités de gestion de tous ces projets. Suivez. De quelques membres du gouvernement, des délégués des bailleurs des fonds et de plusieurs coordonnateurs des unités de gestion des projets. Cette cérémonie de signature, pilotée par le ministère des Finances, se justifie par les soucis du gouvernement de la République de redresser la contre-performance constatée sur le terrain dans l'exécution des différents projets de développement financés par l'extérieur. Dans son allocution, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a salué à sa juste valeur la cérémonie de ce jour qui constitue une avancée significative dans les efforts fournis par son gouvernement pour la mise en œuvre effective des projets et programmes au profit des populations du pays selon la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef du gouvernement, reconnaissant le défi majeur constaté dans le processus, a invité toutes les parties prenantes à plus de responsabilités. Et donc, compte tenu de ces enjeux, j'invite les différentes parties prenantes impliquées dans ce processus à agir en co-responsabilité, car la responsabilité demeure partagée et appelle à une action concertée en faveur du bien-être de nos populations pour ainsi construire ce Congo plus beau qu'avant, tel que nous l'avons chanté dans notre hymne national tout à l'heure. Et c'est sur cette note d'espoir que je déclare ouverte la cérémonie de signature des contrats de performance des projets et programmes financés par la Banque mondiale, le FIDA et la BADEA. Je vous remercie. Pour le gouvernement de la République, le renforcement du suivi de ces projets et programmes constitue l'un des dispositifs clés pour redresser la courbe de la contre-performance et les retards constatés dans l'exécution des projets. Ce, dans la perspective d'accroître la capacité nationale d'absorption des financements alloués aux pays, particulièrement dans les secteurs sociaux dans lesquels il y a tant d'attentes, notamment la santé, l'éducation, l'accès à l'eau et à l'électricité ou encore les secteurs des infrastructures routières, principalement celles des dessertes agricoles, ce qui permettra d'accroître la production pour permettre les échanges commerciaux. Juste après les allocutions, les différents coordonnateurs des projets et programmes financés par la BIM, la Banque mondiale, la BADEA et le FIDA ont procédé à tour de rôle à la signature des contrats de performance en présence des membres du gouvernement, les représentants des bailleurs des fonds, sous l'œil vigilant du chef du gouvernement. La Congolaise d'exploitation minière a procédé ce lundi à l'ouverture des plis réceptionnés dans le cadre de l'appel d'offres restreint, un appel d'offres qui concerne la réhabilitation de la centrale hydroélectrique d'Impiana-Mwanga dans le territoire de Manono au Tanganyika. Au total, 2 dossiers ont été réceptionnés par la communière. Il s'agit de Katamba Mining SA et Grand Design and Construction. Jojo Moulamba et Stani Samba. Au total, 2 plis fermés qui ont été ouverts ce lundi 26 septembre 2022 à Kinshasa par la commission de passation de marché de la communière en présence de soumissionnaires. Il s'agit des dossiers déposés par les entreprises Katamba Mining SA et Grand Design and Construction SRU pour la réhabilitation de la centrale hydroélectrique d'Impiana-Mwanga qui est aujourd'hui à l'abandon. Située dans le territoire de Manono Tanganyika, cette centrale est un patrimoine de la communière. Comme vous le savez, nous sommes dans un pays où nous devons observer la loi. Et la séance d'aujourd'hui a consisté à l'ouverture des prix suite à l'appel d'offres que nous avons lancé pour la réhabilitation de cette centrale. Ce sera, je dirais, un élément très important pour le développement des projets dans ce secteur. Ces dossiers sont arrivés dans le délai qui a été fixé pour le lundi 26 septembre 2022 à 13h30 à Kinshasa. Et leur examen prendra 15 jours pour s'assurer de leur conformité. Eh bien, pour la séance d'aujourd'hui, nous avons réceptionné 2 plis qui ont respecté les normes et pour lesquels nous avons vérifié la conformité. Et maintenant, nous avons remis ces plis à la sous-commission qui va se charger
analyser et de traiter les 10 pays. La Cominière est une entreprise publique dont 90% du capital sont détenus par l'État congolais et le 10% par la Caisse nationale de sécurité sociale. Elle s'active aujourd'hui dans la production de 3T. Autre chose à présent, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a ce samedi 24 septembre évoqué les différentes questions liées à l'organisation des élections en 2023 avec les mandataires des partis et regroupements politiques. C'était au cours des moments d'échange qu'il a eu à la salle de spectacle du Palais du Peuple. Voldi Kengi. Pour le 4e cycle électoral à venir, la Commission électorale nationale indépendante hante à enrôler environ 49 millions d'électeurs sur l'ensemble du territoire. Pour ce faire, la réactualisation de la cartographie des centres d'inscription pour laquelle la centrale électorale a mobilisé près de 9 000 préposés, elle est passée de plus de 18 000 à près de 23 000 centres d'instruction, avec pour souci de réduire les distances entre les électeurs et les lieux d'enregistrement. Prenant la parole à son tour au cours de ces échanges du samedi avec le parti et regroupement politique, le président de la CENI s'est attardé sur l'expérimentation des kits d'enregistrement des électeurs de la récente acquisition auprès de Miro System qui a fourni ces matériels testés en grandeur nature sur les 4 sites, 2 au Congo central, Luozi et Mbanzangungu et 2 dans la ville-province de Kinshasa, Lingwala et Maluku. J'aimerais vous présenter les activités en cours, mais de manière brève. D'abord, je vais parler de l'opération d'actualisation des cartographies opérationnelles, mais sans répéter tout ce qui a été brillamment dit. La récolte des données sur terrain a permis d'améliorer les conditions d'accès des électeurs au centre d'inscription. Désormais, comme ça a été dit, chaque électeur devra parcourir pas plus de 10 km de son lieu de résidence. Il en sera de même le jour du vote, ça sera la même distance au maximum. La CENI a tenu compte de beaucoup de critères qui ont été énumérés ici. Nous avons parlé du poids démographique, nous avons parlé de l'accessibilité, des conflits intercommunautaires, des obstacles naturels. Il y a tout plein de critères dont nous avons tenu compte. Ainsi, nous passons de 17 783 centres d'inscription en 2016-2018 à 22 271 pour les élections qui viennent. Alors, nous disponibiliserons la cartographie elle-même dans les jours qui viennent. Maintenant, nous sommes en train de travailler sur les atlas et sur un certain nombre de détails, mais cela ne nous a pas empêché de déclencher déjà le processus de la révision du fichier électoral. Et c'est de ça que je vais parler maintenant. Dans sa décision du 25 juillet 2022, la CENI a attribué le marché provisoire d'acquisition des kits d'enrôlement des électeurs, des cartes d'électeurs et des services connexes dans le cadre de la révision du fichier électoral à l'entreprise coréenne Miro System. Le numéro 1 de la centrale électorale a dit toute la volonté de son équipe à ne pas faillir à la mission lui confiée. La CENI a réceptionné des spécimens de kits d'enrôlement destinés aux tests grandeur nature. 4 sites ont été choisis à cet effet. Le territoire de Luozi et celui de Mbanzangungu, ainsi que les communes de Lingwala et Maluku à Kinshasa. La phase dans la province du Congo central est bouclée maintenant et celle de Kinshasa a démarré hier et prendra fin aujourd'hui. Le test grandeur nature va nous permettre de vérifier la conformité du matériel proposé par le fournisseur en rapport avec les exigences fixées par la CENI dans le dossier d'appel d'offres internationales et de s'assurer de la fonctionnalité du dit matériel. La CENI pourra aussi étudier le comportement du matériel et du logiciel en situation réelle d'exploitation et d'apprécier le temps d'identification moyen d'un électeur pour en déduire le temps d'enrôlement de la population électrice. Lors de ces tests, la population en âge de voter a répondu présent massivement. Concernant la participation des Congolais résidant à l'étranger aux élections générales prochaines, quelques membres du bureau de la CENI ont démarré une série de missions dans les pays sélectionnés qui sont l'Afrique du Sud, la Belgique, le Canada, les États-Unis d'Amérique et la France. À cette occasion, j'aimerais remercier les ambassades pour
la facilitation des visas de nos membres, nous apprécions cela. Cette mission de repérage va permettre de récolter le maximum d'informations dans nos représentations diplomatiques et dans les pays d'accueil d'une façon générale, qui vont permettre à la CENI d'organiser efficacement les opérations d'inscription des électeurs et par la suite l'opération de vote. La prise en compte de la situation sécuritaire dans les opérations électorales a été effective parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup de zones où les considérations sécuritaires doivent être prises en compte. Rappelons que le contrainte financière, voire sécuritaire et bien d'autres questions en lien avec l'organisation des élections programmées en 2023 figuraient en bonne place des instants d'interaction qui ont suivi les propos liminaires de Denis Kadima Kazadi. Comment impulser le développement via le numérique en RDC à l'heure où l'économie digitale mobilise de plus en plus des ressources financières sous d'autres cieux? Cette question est au cœur d'une stratégie globale qui vise une transformation numérique du pays, mais au-delà des projets rondement formalisés, comment mettre en place et tirer bénéfice de cette économie numérique? C'est le dossier du journal ici présenté par Patrick Ilunga. La République démocratique du Congo accuse un déficit énorme dans le secteur du numérique, caractérisé par une fracture numérique entre les zones urbaines et rurales. Ce déficit accentue les disparités entre les couches de la population et constitue un freinage à la révolution numérique inscrite dans la vision du chef de l'État. Depuis l'élaboration du plan national du numérique, la mise en place du ministère de ce même nom et la création d'une agence du numérique, le plan pour dynamiser l'économie digitale s'est précisé. Mais comment passer de l'étape des projets mûrement réfléchis et formalisés à l'étape de les rendre effectifs? C'est le grand défi qui se dresse sur l'ambition de l'État congolais. Pourtant, sous d'autres cieux, le numérique est désormais le vecteur de croissance. Des études consacrées à l'Union européenne et aux États-Unis d'Amérique montrent que la croissance économique de ces dernières années repose dans une large mesure sur le numérique. Pour la France, par exemple, la croissance du secteur du numérique pour l'année 2020 était prévue à 4,8%. Les estimations ont été nettement revues à la hausse pour 2021 avec 6,3% et 7,1% pour 2022. Pour la 11e année consécutive, le secteur du numérique est encore créateur d'emplois. En RDC, depuis décembre 2021, le ministre du numérique avait fait savoir que le pays avait acquis la technologie pour la codification et la traçabilité des produits commerciaux. Il avait été donc recommandé un travail d'harmonisation des vues avec toutes les parties prenantes au niveau tant institutionnel que sectoriel au sein des services spécialisés pour doter le pays d'une stratégie nationale de traçabilité efficace et efficiente des produits et échanges commerciaux. Voilà, c'est autour de cette question du numérique qu'on va échanger avec notre invité, M. Albert Kabeya, président du Conseil des sages et fondateur du réseau des acteurs du numérique. On va d'abord poser les bases. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par le concept économie numérique? Merci de m'avoir invité pour un sujet qui nous tient tant à cœur en tant qu'acteur du numérique. Alors, donc, qu'est-ce qui tourne autour du numérique? C'est simple, c'est toutes les activités qui sont liées au NTIC, qui sont des activités commerciales, qui peuvent être des activités basées sur le matériel, le logiciel, et les services, tous les services qui sont liés au numérique, donc qui sont liés en fait aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et donc, c'est cet écosystème qu'on appelle en fait l'économie numérique. La RDC nourrit depuis un certain temps les ambitions de développer ce secteur, le secteur du numérique, en faire un vecteur de croissance. Comment arriver justement en tant qu'un pays, en tant qu'État à cette fin? Alors, je pense que je loue les efforts, nous louons en fait les efforts, nous acteurs du numérique, nous louons les efforts du gouvernement et du chef de l'État en la matière depuis qu'il a pris les commandes du pays. Nous avons vu le foisonnement d'idées qu'il y a eu avec le code du numérique, avec la nouvelle loi sur le numérique qu'on va faire passer, et ça nous met du baume au cœur. Mais il faut dire une chose, c'est que le numérique est déjà en RDC d'une certaine manière, parce que le secteur privé n'a pas attendu le secteur public pour aller sur le numérique. Et que nous avons entendu parler des taux de croissance de la France, nous ne pouvons pas pâlir, parce que je pense que nous devons être autour de plus de 10% de taux de croissance chaque année en RDC, au niveau du secteur du numérique, parce qu'effectivement derrière, nous venons de loin. Alors,
Maintenant, comment profiter du numérique? Je pense que la première chose, ça serait que l'État soit réellement le moteur du numérique. C'est-à-dire que l'État, comme je viens de le dire, a été en retrait, et que si l'État se met aujourd'hui à investir dans le numérique, à s'équiper et à faire en sorte que tous les processus, que ce soit au niveau de la chaîne de la recette, que ce soit au niveau de la chaîne de la dépense, que ce soit au niveau de la gestion du territoire, de la géomatique, que l'État se mette effectivement au numérique, je pense qu'il va y avoir un foisonnement de l'économie numérique. Donc les acteurs locaux, bien sûr, et les acteurs étrangers qui peuvent participer à ça seront à même de pouvoir apporter leur expertise. Mais je voudrais dire que ce qui est important au niveau du numérique, c'est ce qui est important pour nous en tant qu'acteurs congolais, c'est que l'État n'oublie pas les acteurs locaux, parce que les acteurs locaux, ce sont des acteurs qui ont aujourd'hui des niveaux de certification et des niveaux de connaissances qui sont des niveaux qui ont des niveaux au standard, qui ont des certifications aux standards internationaux. Donc, vouloir chaque fois penser qu'effectivement l'herbe est toujours plus verte ailleurs et que nous n'avons rien à l'intérieur, ça serait effectivement se mentir. En fait, nous n'avons pas le syndrome de la page blanche au niveau du numérique concernant la RDC, parce que les acteurs du numérique, les banques que nous voyons, les télécoms que nous voyons, travaillent avec des acteurs locaux pour la plupart. Donc je pense que l'État aurait mieux à faire à se baser sur les acteurs locaux. Je reviens un peu dans ce que vous veniez de dire ici, que l'État devrait normalement donner le temps. Mais comment concrètement l'État devrait être lui-même comme moteur je pense que l'État a fait la première partie, qui est effectivement la partie législative. Parce qu'il faut légiférer, il faut réguler, et on voit tout le sérieux que l'État met, même au niveau du gouvernement, pour pouvoir effectivement mieux maîtriser ce secteur. Mais maintenant, il faut aller au-delà. Il faut au-delà, c'est-à-dire maintenant impulser sur des projets qui sont des projets opérationnels, qui permettent effectivement d'optimiser les processus de gestion. Aujourd'hui, nous avons un souci qui est un souci de gouvernance. Donc je pense que le numérique s'inscrit dans la gouvernance. C'est un outil qui est un outil central dans la gouvernance, et surtout dans la maîtrise de la gestion et du territoire. Nous avons un grand territoire. C'est un outil aussi de l'optimisation des chaînes de valeur, parce qu'effectivement derrière, quand on a une gestion des occurrences qui ne font qu'augmenter en fait le nombre de données qui ne font qu'augmenter, on ne peut pas le faire avec un papier, un stylo. Il y a un moment, il faut qu'on aille sur des intelligences artificielles qui nous permettent de mieux maîtriser ces données, de pouvoir effectivement utiliser ces données aussi dans la création de richesses et surtout dans l'anticipation de notre propre destin. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça que le numérique est central, et le numérique sera central. D'autant plus que nous avons tous les minerais nécessaires pour pouvoir effectivement faire le saut quantique qu'il faut pour aller réellement dans l'industrie du numérique. Donc je pense que nous sommes au départ. L'État est en train de mettre les bases, mais encore faut-il que ces bases soient réellement transformées en des projets qui sont réellement opérationnels, structurants pour l'État. Parce que si l'État devient le premier consommateur du numérique, nous décollons. Tant que l'État sera le dernier et que le secteur privé sera le premier, nous n'allons pas décoller. Donc nous attendons, nous, l'État, acteur du numérique, pour que l'État puisse réellement s'inscrire dans des projets structurants pour la population et pour la communauté, pour que notre communauté à nous puisse apporter son expertise et vivre du numérique, et pourquoi pas créer des millionnaires demain du numérique en RDC. Et on parle aussi de la problématique de la fracture numérique. Est-ce que ne pensez-vous pas que c'est un frein? Parce que nous ne voilons pas la face. Nous avons un problème vraiment sur le plan là Alors, la fracture numérique, c'est vrai que la fracture numérique, elle vient d'abord de la pauvreté. Ça, c'est clair. Nous sommes un pays qui est un pays exsangue, donc c'est tout à fait normal que la fracture économique ou la fracture sociale s'accompagne de la fracture numérique. Alors, deuxième chose, ça serait de dire que la fracture numérique, nous la vivons aussi au niveau des gouvernants d'une certaine manière, parce que les gouvernants, il faut le dire, et c'est pas de leur faute, ils viennent des formations qui sont des formations dans lesquelles il n'y avait pas de numérique. Donc, forcément, il doit faire un rattrapage, et c'est pas toujours évident. En fait. Voilà, c'est l'ancienne école. Donc, il faut effectivement derrière faire de l'éducation, leur faire comprendre que aujourd'hui, la vie sans numérique est quasi impossible, parce que c'est des gens qui voyagent, c'est des gens qui voient effectivement les infrastructures dans les autres pays, et les infrastructures aujourd'hui, comme les infrastructures aéroportuaires, les infrastructures comme les gares, les infrastructures comme, je dirais, les grands centres commerciaux, ne marchent pas sans numérique. Sans numérique, ces infrastructures ne peuvent pas fonctionner. Mais ils fonctionnent au mieux
parce qu'effectivement derrière il y a un outil qui est central, qui est le numérique. Donc je pense que c'est à nous aussi, acteurs du numérique, de pouvoir aller vers l'État, vers les institutions, vers le Parlement par exemple, discuter avec nos élus et de leur faire comprendre en fait que le numérique est réellement central. Mais je peux dire que c'est une action de longue haleine, parce que je le dis modestement, c'est que nous avons des personnes qui n'ont pas été dans le numérique pendant leur jeunesse, qui aujourd'hui sont dans le numérique absolument, et que nous devons en fait guider par la force des choses, que nous devons guider, et puis leur faire comprendre que tout ce que vous faites aujourd'hui, même dans l'élaboration de vos budgets, ben, c'est fait avec le numérique, et il va falloir que derrière vous puissiez vous en fait devenir entre guillemets des lettrés du numérique. Et donc ça, c'est un chemin de longue haleine. Mais par contre, je pense que si l'État se met véritablement à légiférer, à forcer d'une certaine manière son organisation à aller vers le numérique, bah, tout le monde va suivre. Hein. Vous savez, quand on vous dit vous devez payer vos impôts en payant par la monnaie électronique, bah, vous serez obligé de le faire parce que vous n'avez pas le choix. Je pense qu'il va falloir que l'État prenne des mesures qui sont des mesures incitatives et des mesures incitatives pour que la dynamique du numérique se mette en place, et que si l'État s'équipe, et l'État s'il s'équipe, ça va être le premier consommateur du numérique, donc le premier fournisseur de revenus du numérique. Donc, il est le premier employeur aussi. Le premier employeur aussi. Donc vous voyez, aujourd'hui en RDC, on attend réellement l'État, mais pas sur la partie du discours, mais sur le plan opérationnel. Alors, dernière chose que je pourrais dire, c'est de dire que si vous voulez qu'on ait réellement une souveraineté numérique, il faut travailler avec des acteurs locaux. Il va falloir faire en sorte que les acteurs locaux soient au centre. Même si effectivement les acteurs internationaux arrivent, mais attention, les acteurs internationaux sont exportateurs nets de revenus. Nous consommons localement. Donc, et je pense que là, il y a réellement à gagner, parce que c'est des emplois que nous allons créer localement. C'est effectivement une démarche de développement auto-géré que nous allons avoir localement. Et c'est aussi une démarche de souveraineté, parce qu'aujourd'hui, nous consommons des données qui sont à l'étranger. Donc, voilà. Justement, vous avez dit que l'État a déjà un plan du numérique, un plan national du numérique. L'État a aussi une loi qui doit être adoptée très prochainement au niveau du Parlement. L'État a créé aussi une agence nationale du numérique au niveau de la présidence. Au regard de tous ces textes et tous ces cadres institutionnels et législatifs, selon vous, quels sont les éléments qui ne peuvent pas manquer pour que nous assistions justement à une véritable éclosion du secteur du numérique fonctionnel au Congo? La première chose qu'il faut éviter, c'est la tour de Babel. Vous savez, quand il y a trop de monde autour d'un bouillon, le bouillon risque de tomber. Donc, c'est de s'organiser. Toutes ces organisations sont les bienvenues, mais de s'organiser de manière à ce qu'il y ait une cohérence dans ces organisations et dans leurs prérogatives. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faudrait effectivement qu'il y ait un champion du numérique au niveau national, visible. Quand je dis champion du numérique, c'est pas dans le discours, c'est champion du numérique sur le plan opérationnel. Okay, et sans champion, quand on a un projet qui est un projet structurant au niveau national pour mettre en place un système d'information gouvernementale, on a besoin effectivement d'avoir un réel champion qui est en fait le moteur qui tire le numérique et qui fait en sorte que ça soit le gouvernement, la présidence de la République, oriente en fait leurs décisions vers plus d'utilisation du numérique dans les processus éventuels de gestion de taxes, de paiement de taxes ou de paiement tout simplement de factures concernant l'électricité, concernant l'eau et ainsi de suite. Et je pense que si on commence par l'eau et l'électricité, ça serait déjà le premier début. Je vous reviens, monsieur Albert Kabea. Nous continuons avec l'actualité. La FAO et UNIDO, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ont ouvert ce lundi un atelier sur le projet OYA, un projet qui vise spécialement d'assurer l'industrialisation avec des structures pouvant jouer le rôle d'incubateur, mais aussi promouvoir les initiatives de jeunes dans le développement de leur filière sur le chaîne des valeurs. Un accent particulier sera mis sur les jeunes dans les milieux ruraux. Patience Lokeke et Edouard Funda.
entrepreneurs dans l'agriculture et l'agrobusiness en vue d'assurer leur autonomisation ainsi que la promotion des emplois décents des jeunes, que la FAO et UNIDO ont organisé un atelier forum sur le projet Opportunity of Young in Africa, OYA, afin de mettre en évidence certaines initiatives des jeunes et assurer la mise en réseau des différents opérateurs dans l'agriculture et l'agrobusiness. Ce, dans le but de créer une base solide de génération OYA RDC. Dans son mot des circonstances, le représentant de la FAO a expliqué que ce programme propose une approche intégrée pour la création d'emplois agricoles et extra-agricoles, de qualité et d'opportunités de travail indépendants pour les jeunes Africains dans l'agriculture et l'agro-industrie. En outre, il a mis en évidence le rôle central de l'agriculture pour le développement de l'Afrique, tout en soulignant la nécessité d'une autonomisation continue de la jeunesse. Pour sa part, le représentant du ministère de l'Agriculture Apollinaire Bolosso a relevé que la RDC a manifesté l'intérêt de faire partie des pays bénéficiaires du projet YAO, eu égard aux multiples défis que sont confrontés les secteurs agricoles et surtout la jeunesse dans l'agriculture. Nous revenons vers vous, M. Albert Kabeya. Peut-être la dernière question. Est-ce que ce serait tôt de penser à la souveraineté, vous l'avez même évoqué ici, à la souveraineté numérique de la République démocratique du Congo, qui sous-entend aussi que l'État soit capable de réagir en cas peut-être de cyberattaque? Alors, je vais quand même vous donner des exemples qui sont des exemples courus. J'aimerais, en termes de souveraineté, que quand un politique me tend sa carte de visite, et qu'il y ait un email avec une adresse locale. Et pas un email avec Gmail ou Hotmail. C'est déjà une souveraineté. J'aurais aimé que le Conseil de ministres se tienne sur une application en ligne, une application locale, que de se faire sur une application qui est une application américaine, parce que en fait indirectement, c'est faire un Conseil de ministres dans l'ambassade des États-Unis, ça tient pas la route. Est-ce qu'il y a des solutions congolaises? Il y a des solutions congolaises, il y a des solutions congolaises, il y a des solutions congolaises et des solutions fonctionnelles et qui sont des solutions locales avec effectivement une communication locale qui ne monte pas, qui sort pas de notre pays. Il y a des choses qu'on peut mettre en place pour les politiques, mais le gros souci, c'est l'information et ce sont les personnes effectivement qui implémentent cela. Vous faites effectivement un conseil des ministres sur une application dont les serveurs se trouvent à Washington. Bon, vous comprenez tout de suite où se passe le... Voilà, exactement. Donc, je pense qu'il y a moyen de faire différemment les choses. Je n'ai rien contre les Américains, bien au contraire, je distribue leurs produits. Mais c'est juste dire que la souveraineté numérique commence déjà par ça. Et aussi, non seulement ça, c'est aussi de consommer, en fait, les données que nous consommons. Il va falloir faire en sorte que ce soit des données consommées localement. Nous sommes les rois de la Rumba. Je vois mal pourquoi est-ce que je dois consommer une Rumba sur un serveur à Washington ou un serveur en Angleterre, à Londres, alors que je pourrais consommer la Rumba sur un serveur se trouvant à Kinshasa. Nous en avons les moyens, nous avons des clouds ici, des serveurs qui sont capables de pouvoir donner ce service-là. Je pense que l'État, effectivement, on ne va pas dire que l'État va tout faire. On n'a pas entendu l'État pour que vous ayez des mails sur votre téléphone. On n'a pas entendu l'État pour que vous puissiez payer avec vos mobiles. Mais à un certain niveau, l'État doit se réveiller, impulser, de manière à ce que demain, si je paye mon électricité et mon eau avec mon téléphone, demain que je sois capable de payer mes taxes avec mon téléphone, demain que je sois capable de payer ma télévision, je le fais déjà avec mon téléphone. Donc je pense que ça c'est quelque chose de très très structurant pour un pays, et puis ça va permettre à ce que l'État lui-même s'équipe. Parce que effectivement, si vous mettez les paiements numériques, forcément vous êtes obligé, vous avez un effet d'entraînement, et donc l'État va s'équiper. Et aussi, ça va aussi permettre à ce qu'effectivement tous ceux qui sont dans l'organisation de l'État se mettent au diapason par rapport au numérique, et ça nous fera nous vivre, nous acteurs du numérique en tant que tels, parce que nous serons là comme des médecins auprès de l'État pour pouvoir l'aider à se développer, à avoir plus de numérique. Et donc voilà, notre espoir, c'est que véritablement dans les projets qui vont être levés par l'État, que les acteurs du numérique congolais soient pris en compte. Ça me fait mal de voir les acteurs du numérique, certains acteurs du numérique qui sont des DG en Côte d'Ivoire, des DG dans des pays voisins, alors que chez nous, et c'est le vide absolu. Donc il va falloir qu'il y ait des Congolais qui puissent émerger, et je pense que ça a commencé, il faut que ça continue, les Congolais qui puissent émerger et qui apportent effectivement toute leur panoplie d'expertise et de technologie pour qu'effectivement l'État puisse se retrouver, autant que les banques qui sont ici, autant que les opérateurs qui sont ici, qui utilisent des Congolais. Alors pourquoi l'État congolais ne pourrait pas utiliser des Congolais quand les plus grosses structures qui sont ici utilisent des Congolais? Voilà, je voudrais terminer par ça.
Merci beaucoup, M. Albert Kabea. Je rappelle que vous êtes président du Conseil des sages et fondateur du réseau d'acteurs du numérique. Les acteurs du numérique, RAN.cd. Merci beaucoup et nous vous remercions pour avoir répondu justement à notre invitation. Je salue au passage le président Alain Kilapi. Merci beaucoup. Poursuivons ce journal avec cette information. C'est avec des vives tensions que la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, s'est réveillée ce matin de lundi. Les activités socio-économiques étaient paralysées suite à l'appel de la société civile à observer 2 journées ville morte et lundi et mardi, bien qu'interdit par l'autorité de cette ville, la journée ville morte a viré en véritable manifestation des rues. Suivez. Malgré l'interdiction de la mairie de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, les organisations de la société civile qui ont projeté ces 2 journées ville morte, le lundi 26 et mardi 27 septembre, n'ont pas abdiqué. Ce lundi matin, un climat de psychose était observé dans quelques quartiers de la ville de Goma. Ces journées villes mortes ont aussitôt viré à des manifestations de rue. Des retentissements de coups de feu ont été entendus dans les quartiers comme Ndosho, Majengo, Katoyi et Bouéné. La police a usé des tirs de sommation pour disperser des manifestants qui avaient convergé en masse et ont érigé des barricades sur les routes. L'activité économique a tourné au ralenti ce lundi. C'est aussi le cas de la circulation. Les commerces étaient fermés, la majorité d'écoles aussi. Plusieurs parents n'ont pas envoyé leurs enfants à l'école non plus. C'est tout au moins l'image que l'on peut donner de l'ambiance qui a régné ce matin dans la ville touristique de Goma. Les raisons de cette ville morte décrétée par les mouvements citoyens sont entre autres faire pression aux autorités du pays pour la libération de Bunagana entre les mains du M23 il y a plus de 3 mois, le départ des forces de la MONUSCO et la levée de l'état de siège. En fin de sa mission, dans les provinces sous état de siège, à savoir Ituri et Nord Kivu, le Premier ministre Sama Lukonde, à la tête d'une forte délégation composée des membres du gouvernement, des membres du Parlement et des responsables des forces de défense et de sécurité, a fait savoir que la possibilité de la levée de certaines restrictions était sous examen. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga vient de doter l'office des routes d'un atelier pour la réhabilitation des 2 tronçons Kasomeno-Pweto et Kasomeno-Kasenga sur les routes nationales numéro 5 et 35 dans les territoires de Pweto et de Kasenga. Ces engins ont été présentés aux députés provinciaux de ces territoires par le gouverneur Jacques Kaboula Katoué. Reportage. Avec cette dotation d'un atelier complet à l'Office des routes, le gouvernement Kaboula prend une option sérieuse pour la réhabilitation des tronçons Kasomeno-Pweto et Kasomeno-Kasenga. Ces engins, dont 3 camions à benne basculante, un camion citerne à eau, une niveleuse, une chargeuse, une pelleteuse et un compacteur, ont été présentés aux élus de Kasenga et Pweto qui y voient un ouf de soulagement pour les populations de ces territoires. Au nom de la population du territoire de Pweto, nous ne pouvons que remercier et féliciter son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. Il n'a pas attendu Kinshasa, mais il a commencé pour sa province qu'il aime et qu'il chérit tant. Et nous ne pouvons que lui jeter de fleurs et j'espère qu'il ne va pas se lasser et il va accompagner l'Assemblée provinciale pour que nos populations puissent enfin trouver gain de cause. Le gouvernement provincial, chapeauté par Kaboula Katoué Jacques, à qui vraiment nous rendons nos sincères remerciements. Et nous avons été à Kinshasa, nous rendons aussi les remerciements au Premier ministre qui s'est impliqué. Et les derniers remerciements s'adressent au chef de l'État qui a bien facilité que les engins puissent descendre sur Kasenga pour pouvoir commencer les travaux de la réfection de la route Kasenga et Pweto. Tunampikia baba gouverneur wa jimbo letu la Haut-Katanga vile alitusikia kuria kwetu kufuatana vile population inaanza kuria. Tunampikia sana baba gouverneur Kaboula Wandani, aksanti kwa kazi anetutendea mu territoire yetu ya Pweto, aksanti. Pour le gouverneur Jacques Kaboula Katoué, il s'agit de répondre aux cris d'alarme de la population selon la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. C'est l'office de route qui va exécuter les travaux
de sorte que notre population trouve réellement des solutions à ces problèmes en ce qui concerne le trafic. Parce que nous sommes dans une dynamique de reconstruction de notre pays lancée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui veut à ce que nous puissions travailler pour les territoires. Donc le projet des 145 territoires prôné par le chef de l'État, nous en tant qu'exécutif provincial ainsi que législatif provincial, nous sommes mis d'accord pour accompagner le chef de l'État dans ce projet. D'ici déjà lundi, l'Office des routes sera déployé sur ces deux axes actuellement en délabrement très avancé afin de les rendre praticables avant la tombée de la pluie.